Salut tout le monde, dans cette vidéo on va regarder un petit extrait de Warren Buffett qui répond à une question sur les bulles spéculatives. Et si jamais vous trouvez que j'ai une voix bizarre, c'est normal, c'est parce que je suis terriblement souffrant aujourd'hui. Comme d'ailleurs je me souviens pile comme l'année dernière, j'étais aussi malade, je suis malade à peu près tous les 20 décembre, donc ça doit être la magie de Noël. Mais comme l'année dernière, les médecins disent que je vais m'en tirer, mais cette fois-ci j'en suis pas si sûr. Parce qu'hier je suis allé à la pharmacie pour chercher un sirop pour la toux sèche. Et au lieu de me donner un sirop chimique comme tout le monde, il m'a donné de l'huile essentielle de guimauve. Et quand il me l'a donné, il m'a demandé si j'avais jamais eu de convulsions. J'ai répondu non. Et après, il m'a dit « Vous êtes bien sûr ?» Oui. Et moi du coup, c'est pas très rassurant. Donc j'espère que ce sera pas ma dernière vidéo. Et au cas où, je vais boire mon sirop en direct. Comme ça, si jamais il y a une enquête criminelle, il y aura une pièce à conviction. Donc c'est parti. Ça sent pas très bon. Santé. Bon. Voilà, on verra si je suis encore là la semaine prochaine. Alors donc, je refile les écouteurs et c'est parti. Investors behave in very human ways, which is they get very excited during bull markets and they look in the rearview mirror and they say, I made money last year, I'm going to make more money this year, so this time I'll borrow, you know, or the neighbor says, you know, I wasn't in last year when that neighbor was dumber than I made a lot of money, so I'm going to go in this year. So they're always looking in the rearview mirror. And when they look in the rearview mirror and they see a lot of money having been made in the last few years, they plow in and they just push and push and push on prices. And when they look in the rearview mirror and they see no money having been made, they just say this is a lousy place to be. So they don't care what's going on in the underlying business. And it's astounding, but that makes for huge opportunity. Donc dans ce premier extrait, il nous explique un petit peu comment la masse se comporte. Donc par exemple, quelqu'un voit que son voisin, par exemple, a gagné de l'argent en investissant quelque part. Donc il va avoir envie d'investir au même endroit sans même s'occuper des fondamentaux qu'il y a derrière l'actif en question. Ou bien quelqu'un a gagné dans un certain actif l'année précédente. Il se dit, bon bah ça marche, donc cette année, je vais investir plus et je vais peut-être même prendre plus de risques et cette fois-ci emprunter pour investir. Et donc dans ce sens-là, c'est ce qui mène à des bulles. Mais à l'inverse, quand les actions ont mal performé pendant les quelques années précédentes, pendant les années récentes, eh bien tout le monde se désintéresse, la masse se désintéresse des actions. Et donc c'est là que ça crée des opportunités énormes, comme il dit, puisque quand la masse se désintéresse des actions, puisqu'elles ont mal performé dans le passé proche, ça fait des valorisations plus basses et c'est là que c'est le plus intéressant. Et il va nous donner des exemples plus loin dans la vidéo. Just huge opportunity. I mean, I've lived through roughly half, in an investing sense, about half that period. And I've had that long period of stagnation from 48, from 65 to 82, 17 years. I wrote an article for Forbes in 1979. I just said, how can this be? Pension funds in 1970 put 100 and some % of their new money in stock because they were wild about stocks. Then they got a lot cheaper and they put a record low in, 9% of their net new money in 1978 when stocks were way cheaper. People behave very peculiarly in terms of the reactions because they're human beings and they get excited when others get excited, they get greedy when others get greedy, they get fearful when others get fearful. Et là il nous donne un premier exemple avec la période 1965 à 1982 pendant laquelle le S&P 500 a stagné. Et il nous explique que les fonds de pension, au début des années 70, ils investissaient 100% de leur argent dans les actions. Et en 1979, donc vers la fin, ça faisait déjà plusieurs années donc, que le S&P 500 n'avait pas progressé, ils s'étaient désintéressés des actions. Et donc, ils investissaient 9% de leur nouvel argent dans les actions, ce qui était un plus bas historique. Alors que justement, le S&P 500 n'avait pas progressé, mais les entreprises qu'il compose avaient continué à croître. Et donc, ça veut dire que les valorisations pendant ce temps-là avaient baissé. Donc, c'était le moment où c'était le plus intéressant justement d'investir dans le S&P 500 que les fonds de pension s'en étaient désintéressés et justement avaient arrêté d'investir dedans. Et à l'inverse, ils préféraient investir dedans quand tout le monde le faisait et quand c'était plus à la mode, donc au début des années 70. Donc ça montre bien les comportements irrationnels qu'il peut y avoir et dont il a parlé au début de la vidéo. Et le fait que les gens, la masse, va préférer investir dans ce qui a monté récemment. Et à l'inverse, rester loin de ce qui n'a pas performé dans le passé proche. Donc on continue. And they'll continue to do so. And you will see things you won't believe in your lifetime in securities markets. And the country will do very well over time, but you will see these huge waves. And if you can stay objective throughout that, if you can detach yourself temperamentally from the crowd, you get very rich.
And you won't have to be very bright. I mean, I'm sure you are, but you want, you know, it doesn't take brains, it takes temperament. Donc là, il explique l'importance de savoir rester objectif et rationnel quand on investit. Et il dit que si on arrive à faire ça, eh ben, on peut devenir très riche. Et que si ça ne demande pas d'avoir une puissance cérébrale, une intelligence énorme, mais que ça demande surtout du tempérament, et donc la capacité à contrôler ses émotions. Et ça me fait penser à aussi Peter Lynch qui disait que en investissement, l'organe le plus important, c'est pas le cerveau, c'est l'estomac. Donc la capacité à supporter la volatilité, à pas se laisser emporter par les comportements moutonniers, supporter de voir qu'il y a d'autres gens qui semblent être en train de gagner beaucoup plus d'argent que nous à court terme, ne pas paniquer et non plus ne pas se désintéresser des actions quand elles deviennent moins chères, donc quand il y a des fortes baisses, etc. Donc on continue. It takes the ability to sit there and look at something. When I started out in 1950, I would go through and find things at 2 times earnings, and they were perfectly decent businesses, and people wanted jobs at those companies, and everybody knew they were going to be around, and they wouldn't buy them at 2 times earnings, and that's when interest rates were 2.5%. You know, I started selling securities when I was 21, and a Kansas City life insurance company happened to be a fairly prominent company in Omaha, and the policies they sold you, if you were buying life insurance from them, had a built-in assumption of 2% interest. The stock of Kansas City Life was selling at less than 3 times earnings. You were getting 35% if you bought the stock. No question about the soundness of the company. I went to the local agent. I figured, hell, I ought to be able to sell him a few shares of stock. I mean, the guy ought to understand it. I mean, he's got his whole life invested in this company. I went to the local agent who'd been with him for 20 years, and his name was Moose. And I said, Mr. Moose, I said, you know, you're selling these policies with 2%. You may even have a few members of your own family, and you can buy into this company whose paycheck you depend on every month, and whose future your beneficiaries of these life policies depend on, and who you're selling them, you know, a 2% investment on, and you can get 35% on your money. And he said, you know, stocks aren't any good, and I couldn't sell you. You know, I was a lousy salesman. I mean, well, you have to start with that, but it just blew me away. Donc dans ce passage, il nous raconte l'exemple de l'entreprise Kansas City Life, donc une entreprise qui vend des assurances-vie. Et donc ils vendaient des assurances-vie à un rendement de 2%. Et à ce moment-là, l'entreprise, donc Kansas City Life, était valorisée à un peu moins de 3 fois ses bénéfices. Et donc si on inverse donc le PER, ça donnait un yield de 35%. Et il raconte qu'il allait voir un employé de Kansas City Life pas loin de chez lui. Et étant donné que donc cet employé, il travaille dans l'entreprise Kansas City Life, il la connaît de l'intérieur, il vend lui-même des assurances qui ont un rendement de 2%. Et donc Warren Buffett lui a demandé pourquoi est-ce que tu n'investis pas plutôt, pourquoi est-ce que tu n'investis pas dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, puisqu'il est en ce moment à un yield de 35%. Et le mec lui a répondu non, je fais pas ça, les actions, c'est pas un bon investissement. Alors qu'il passe ses journées à vendre des assurances-vie à 2%, il travaille dans une boîte qui trade à un yield de 35%, mais il voit même pas l'opportunité, parce que c'est une période où cette action, ou les actions en général, étaient mal aimées. Et donc il préfère en rester à l'écart, alors que justement, c'est là qu'il y a les meilleures opportunités. Donc on continue. It blew me away. I thought, sometimes I used to wonder if I was nuts, you know, but those things, the same thing happened. I mean, in 1964, the Dow closed at 864. At the end of 1981, 17 years later, it closed at 865. It moved 1 point in 17 years. Now, that's not a big move. And that, you can't believe how discouraged people were during that period. But, you know, people were living better. So things can go on a long time that don't make sense. But they do come to an end. I mean, the internet thing. I mean, you had these companies selling for many billions of dollars that had practically no prospects of making any money. That's a bubble. Dans cet extrait, il explique qu'on peut avoir des périodes d'irrationalité qui durent très longtemps. Et donc il revient sur 2 périodes, la période de 1965 à 1982, où à la fin, les gens étaient complètement déprimés et plus personne voulait investir en bourse, alors que justement les valorisations étaient hyper basses et que c'était le meilleur moment. Et à l'inverse, il donne aussi l'exemple de la bulle Internet, donc fin des années 90, où tu avais plein d'entreprises qui n'avaient aucune perspective de générer du cash flow, qui étaient valorisées hyper cher. Donc là, on était dans une situation de bulle, donc justement... tout le monde était intéressé par les actions, mais sans s'intéresser aux fondamentaux qu'il y a derrière, juste par comportement moutonnier. Donc on passe à la suite. But Herb Stein one time said, anything that can't go on forever will end. Now that seems pretty... but think about that. And particularly think about it next time you're trying to do something just because the stock's gone up a whole lot, you know, and your neighbor's made money or something. You've got to be... You just have to sit and think objectively and think about...
would I buy this whole business? If it's an internet company that's got 100 million shares out and selling at 100, that's $10 billion. Is it worth $10 billion? If it's worth $10 billion, it's got to be able to give you, 700 or 800 million next year. And if it doesn't give you 700 or 800 million next year, it has to give you maybe 10% more than that the year after and continue to. There aren't a lot of businesses that can do that. And people just go crazy. Et donc dans cette dernière partie, il rappelle le principe de base qui est que quand on investit dans des actions, en fait on achète des parties d'entreprise, on devient un copropriétaire de l'entreprise, et que donc quand on achète une action, il faut s'imaginer que c'est comme si on achetait l'entreprise en entier, et donc il faut se demander, est-ce que si j'en avais les moyens, j'achèterais cette entreprise en entier? Et donc c'est une entreprise qui par exemple vaut 10 milliards, et ben pour que ça vaille le coup, il explique qu'il faut peut-être qu'elle génère 700 ou 800 millions de free cash flow sur l'année. Si elle génère pas ça, alors il faut peut-être que l'année suivante elle génère 10% de plus, et ainsi de suite. Et ça c'est quelque chose qu'on peut faire qu'avec les entreprises qui génèrent du cash flow et donc qui ont une valeur intrinsèque. Donc je trouvais que c'était un extrait hyper pertinent en ce moment, vu le niveau d'irrationalité et d'euphorie qu'il y a sur les cryptos, sur MicroStrategy, sur Tesla, sur Palantir, sur tous ces trucs-là. Et donc, il faut faire gaffe à rester rationnel et à pas se faire emporter dans les comportements moutonniers. Et puis pour terminer cette vidéo, pour ceux qui veulent utiliser mon site Gram pour analyser leurs actions et rejoindre ma communauté privée, vous avez le lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo si l'huile essentielle de Guimauve n'a pas eu raison de moi. Et à plus.